Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est là pour parler de cette dernière journée de la première partie des huitièmes de finale qui s'est conclue par un match nul de la part de Manchester City face à Leipzig et une victoire de l'Inter de Milan face à Porto. Déjà, bon, le match de l'Inter, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Ça a été un match assez médiocre de la part des deux équipes. Porto, qui pourtant était sur une bonne lancée durant toute cette Ligue des Champions, nous a pas nous a pas offert aujourd'hui son meilleur visage. Et je pense qu'il y a eu énormément de blessés, si je ne me trompe pas, de la part de Porto. Le retour de Conceição en Italie, etc. Je pense que tout ça, c'est le contexte, etc., était un petit peu autour du match afin de donner du spectacle, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'aujourd'hui, on a eu un match assez médiocre et un but de Lukaku qui délivre l'Inter, mais ensuite, il n'y a pas vraiment eu grand-chose dans le jeu, quoi. Un jeu assez médiocre de la part des deux équipes, on n'arrive pas à trouver les côtés, D'Ambrosio et les autres ils font que se bagarrer, pardon, au milieu de terrain. Donc pour moi, c'était vraiment pas un match, c'était pas vraiment le plus beau match de la Ligue des Champions. À la différence de hier, pardon si j'ai pas eu le temps de faire le match du Napoli qui le remporte 2 à 0 face à Francfort. Donc, c'était un match qui était surtout rentré dans le contexte où il y avait une petite guerre entre deux super joueurs qui étaient en face à face, c'est-à-dire Randal Colomwani, l'attaquant de Francfort, l'attaquant des Bleus durant la Coupe du Monde, et Victor Osimhen qui fait peut-être la saison de sa carrière aujourd'hui à Naples et qui fait partie des meilleurs buteurs européens de cette saison. Donc Fresh et aussi Kvaratskhelia aussi du côté du Napoli. Bon, le Napoli, c'est plus un collectif qui se dégage avec Osimhen en finisseur, mais quand même, c'est une équipe qui est bien constituée et franchement qui fait énormément de plaisir à voir. On l'espère de tout cœur qu'ils remporteront la Calcio parce qu'ils le méritent. C'est la meilleure équipe italienne actuellement qui propose un jeu et qui a une identité qui évolue dans un certain niveau, dans un certain contexte. Tandis que de l'autre côté, les équipes italiennes, le Milan, la Juventus et les autres, l'Inter, c'est pas vraiment la grande forme et la Roma aussi qui perd certains matchs ces derniers temps. Donc je pense que le Napoli, ils ont fait le spectacle. Certes, hier, le match est c'est un petit peu gâté à la sortie de Colomwani qui prend un carton rouge sur un excès d'engagement, mais quand même, ça a été un beau match dans l'ensemble. Le Napoli qui conforte son match retour au fait, parce qu'à ce moment-là, maintenant, Francfort va jouer sans Colomwani, mais quand même, ils ont bourré en tant que deuxième attaquant qui peut être très dangereux, surtout dans les petits espaces. Donc je pense que ça va être un match assez on va dire, assez spectaculaire autour parce que Francfort va devoir jouer sa qualification. Mais je pense que le Napoli va passer parce que le spectacle que nous propose le Napoli depuis la phase de poule, depuis le début de saison générale, même en Italie, que ce soit en Italie ou en Europe, on retrouve un Napoli, une équipe qui ne perd pas et qui perd pas de sa forme, quoi. C'est-à-dire qu'une équipe qui, même après post-Coupe du Monde, c'est pas une équipe qui perd un état de forme, c'est une équipe qui performe toujours au niveau et qui continue à gagner, continue à faire ses performances et ses joueurs clés, c'est-à-dire les Kim Jae en défense centrale, le milieu de terrain Zamboanguissa, l'attaquant, le duo d'attaque, le trio, je préfère, de trident offensif de la part du Cali, le Napoli, c'est-à-dire Irving Lozano, le Mexicain, Osimhen, le Nigérian et le Géorgien Kvaratskhelia. Donc je pense que là, on a le meilleur, pour moi, le trio pour moi le plus efficace devant les buts. Je dis pas c'est le meilleur trio d'Europe, je dis que c'est le trio le plus efficace et le plus sous-estimé d'Europe. Parce que beaucoup de gens parlent du Napoli disant que oui, ce sont des outsiders, mais cette année, je pense que le Napoli, avec l'image qu'il montre cette saison, je pense qu'il porte favori. Maintenant, favori face aux géants d'Europe qui sont là et qui ont l'habitude d'être là, ça va pas être aussi facile. Ça va pas être aussi facile quand il y a des gens d'Europe qui, eux, sont certes pas dans la forme de leur vie, mais qui ont une certaine expérience et que peut-être c'est l'expérience qui va jouer à un certain niveau. Donc, franchement, beau match du Napoli hier. L'Inter qui fait pas un beau match. Donc, on va dire au niveau de l'Italie, on a été équilibré. Maintenant, on va plus se focus sur l'affiche de la journée qui aurait dû être City-Leipzig qui se termine par juste un 1-1. Maintenant, moi, je vais juste dire quelque chose par rapport au match de City-Leipzig. Qui est responsable, en fait? Est-ce que c'est l'équipe ou c'est l'entraîneur? Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est les deux parce que Pep Guardiola, je pense qu'il a complètement détruit son équipe.
Et là, je vais dire les termes, on va dire les termes. Il a complètement détruit son équipe en faisant, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne, mais sacrifiant Gabriel Jesus qui était versatile, qui pouvait t'aider sur les côtés, en sacrifiant Sterling qui part à Chelsea, Zichenko, Joao Cancelo que tu perds pendant le mercato, et tu ne recherches même pas un latéral pour le compenser. Je pense que là, on est sur un Manchester City qui est en train de bricoler. Bricoler à tel point qu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Moi j'aimerais que quelqu'un m'explique pourquoi Bernardo Silva est aussi bas sur le terrain et Gundogan est aussi haut sur le terrain. Au fait, j'aimerais vous montrer quelques images que j'ai capturées en regardant le match. Et on va analyser les images et je vais vous montrer exactement ce que je veux dire par là. Donc, passons directement à l'analyse un petit peu plus tactique du match de City face à Leipzig. Là, on est sur la première image du match et on regarde très bien le positionnement de l'équipe de Manchester City. Regardez le positionnement de Kyle Walker sur le côté. Regardez l'alignement défensif de l'équipe de Leipzig. La défense est littéralement bien en place. Le milieu de terrain est bien en place. Ils ont complètement fermé l'axe. Okay? Regardez le positionnement de Riyad Mahrez, qui lui est complètement intérieur. Un Jack Grealish, qu'on peut dire oublié au deuxième poteau. Un Erling Haaland qui est là en point fixe. Et au fait, un Gundogan qui essaie de le suivre. Et regardez le positionnement de Bernardo Silva par rapport à l'action en dessous de l'écran. Juste une question. Pourquoi Bernardo Silva est aussi bas sur le terrain et Gundogan aussi haut sur le terrain? Moi, on peut tout me dire. On sait tous que Bernardo Silva, c'est un créateur, un organisateur. C'est celui qui t'apporte ce qui te manque parfois en attaque. C'est-à-dire le fait qu'il soit petit et qu'il soit agile et qu'il ait beaucoup d'équilibre. C'est-à-dire même s'il tombe, il arrive à rebondir, garder la balle et trouver les petits espaces et à jouer dans les petits espaces face à un certain type de défenseur. Et là, on a exactement le profil de joueur défensif que Bernardo Silva arrive à briller face à eux, on va dire. Les Konrad Laimer, Schlager, Guardiola et Orban, la paire de défense centrale Orban-Guardiola, on voit que quand ils sont face à des joueurs qui sont plus petits qu'eux, ils ont énormément de problèmes. Ils n'arrivent pas à défendre proprement. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi, sur le positionnement du terrain, Bernardo Silva est aussi bas et Gundogan est aussi haut. Parce que juste pour analyser le jeu de Leipzig, ils ont complètement maîtrisé City en faisant une chose, boucher. Ils ont complètement fermé l'axe. Parce que City, avant, avait des joueurs de côté qui font peur. Et quand je dis des joueurs de côté, je vais parler sur le côté gauche, il y avait Zichenko et Joao Cancelo qui pouvaient apporter un certain danger sur le côté. Mais sur le côté droit, il n'y a que Kyle Walker. Donc Walker, lui, par exemple, il déborde. Parce que vu que l'axe est fermé, comment vous voulez marquer? L'axe est complètement fermé. Les joueurs de Leipzig ne prennent pas les côtés. Et il commence le match avec Philipp Klostermann en tant que latéral droit face à Grealish. Klostermann, c'est le défenseur central. C'est-à-dire, au fait, ils ont complètement fermé l'axe. Ils ont tout fait pour fermer tous les espaces qu'aurait pu avoir City sur un niveau s'il jouait sur les côtés. Mais là, City ne joue plus sur les côtés. Ça fait des mois que City ne joue plus sur les côtés. Avec le nouveau collectif que possède Pep Guardiola, il n'a plus cet apport offensif dangereux qu'il pouvait avoir sur les côtés en la présence de Raheem Sterling, Gabriel Jesus, Zinchenko et Joao Cancelo. Donc, ils ont juste qu'à faire une seule chose, fermer les côtés et essayer de gêner Haaland sur ses prises de balles. C'est tout. Donc, quand on va regarder une deuxième image, regardez là, l'action. Ça, je pense que c'est l'action du but de Mahrez. Regardez Grealish à la balle. Regardez où se positionne Mahrez par rapport à Walker en dessous de l'écran. Mahrez est complètement intérieur. Grealish est collé, littéralement, les deux ailiers, soi-disant, qui doivent apporter le danger sur les côtés, ils sont complètement à l'intérieur. Donc, il n'y a pas moyen de trouver autre chose qu'une passe en profondeur. Et c'est là que Grealish va nous glisser
un magistral ballon. Et là, Gundogan, je pense, fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, Gundogan, là, je pense qu'avec avec ce jeu de corps où il se met devant Guardiola, il empêche l'intervention défensive, ce qui gêne Guardiola et laisse passer la balle. Et là, on retrouve un Riyad Mahrez complètement libre parce que suite à l'action de Gundogan dos au but, Mahrez se trouve face au but et là, il n'a qu'une seule chose à faire, c'est finir. Mais moi, je veux juste vous poser une question. Pourquoi, regardez le positionnement des deux ailiers. Mahrez est complètement intérieur. Grealish est complètement intérieur. Et regardez le positionnement d'Erling Haaland sur cette action. Il est complètement extérieur. Maintenant, moi, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que Haaland, c'est l'attaquant qu'il fallait à Manchester City? Dites oui ou non en commentaire. Parce que moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'Erling Haaland, c'était l'attaquant qu'il fallait à Manchester City? Manchester City, je l'ai dit, ils n'ont pas l'habitude, avec Pep Guardiola, de jouer avec un 9 pur comme Erling Haaland qui n'est pas versatile. S'ils veulent des déplacements, pourquoi ne pas commencer le match avec le joueur argentin? Alvarez. Pourquoi ne pas commencer avec Alvarez? Pourquoi? Bon, bien sûr, avec toute l'importance qu'Erling Haaland a dans ton jeu et la carrière qu'il a déjà, je pense que le choix est vite fait. Et ce serait très mal vu au niveau mondial de mettre Alvarez titulaire et Erling Haaland sur le banc. Donc là, tu as un joueur qui n'est complètement perdu dans le système de Manchester City. Erling Haaland, parce que moi, j'aimerais vous dire, par rapport au jeu que propose Manchester City, on voit qu'il y a un déséquilibre complet. Certes, City garde la balle. Certes, il y a du beau jeu. Certes, il y a des passes. Maintenant, est-ce que cette possession stérile que nous propose Manchester City durant certains matchs, est-ce que c'est nécessaire? En ayant un buteur, tueur aussi létal que Erling Haaland, est-ce que ce serait pas mieux de préférence de changer ton style de jeu? Parce que là, on voit que City, ils jouent bien entre eux. Mais dès qu'il s'agit d'Erling Haaland, il est toujours un petit peu perdu sur le terrain. Oui, Erling Haaland marque beaucoup de buts. D'un point de vue personnel, il réussit sa saison. Maintenant, regardez ses performances, regardez les matchs. Erling Haaland est perdu sur le terrain. Parfois, il ne sait pas où se positionner parce que les ailiers sont complètement intérieurs. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'habitude de jouer comme ça. Parce que Riyad Mahrez, dans cette phase de jeu-là, il aurait facilement pu être là l'année dernière. Parce que sur le côté, il est sûr qu'il n'y aurait pas un joueur comme Haaland dans cette zone. Là, il y aurait peut-être un Phil Foden un petit peu en retrait et un Gabriel Jesus sur le côté droit. Mais là, on retrouve un Erling Haaland complètement perdu. On ne le retrouve pas dans le match. Parce que Erling Haaland, c'est un joueur, il faut jouer en première intention. C'est-à-dire, il faut le trouver rapidement. Il ne faut pas le laisser tâtonner en faisant 1000 passes et en essayant de le trouver sur la dernière passe. Erling Haaland, c'est un attaquant pur, c'est un buteur pur, c'est un attaquant qui doit se trouver en première intention, pas après une multitude de passes, parce qu'il va essayer de se positionner et faire différents appels que ses coéquipiers vont négliger parce qu'ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça, ce qui crée une certaine frustration dans son jeu où il est complètement inutile à l'équipe. Donc, là, ça c'était pour la première période. On va passer sur l'image de la deuxième période, où je pense que la deuxième période va complètement changer. C'est où Leipzig fait rentrer Benjamin Henrich. Benjamin Henrich, on sort Klostermann, on monte Henrich. Henrich, c'est un latéral, c'est un ailier. Lui, il va prendre l'espace. Maintenant, Leipzig, après, à la mi-temps, ils ont décidé. Ils ont bien défendu. Maintenant, c'est à leur tour d'attaquer City. Et maintenant, comment ils vont prendre City? Par les ailes. Pourquoi? Parce que les ailiers de City sont complètement intérieurs. Complètement à l'intérieur. Regardez cette image. Regardez-moi le positionnement de Henry sur le côté et Grealish et Nathan Ake. Regardez-moi le positionnement de Grealish et de Nathan Ake. Le côté gauche de City est complètement ouvert. Complètement ouvert. Le joueur Henrich a tout son temps pour récupérer la balle et faire ce qu'il veut sur le côté. Et c'est pour ça aussi que suite à sa montée, il y a eu énormément d'occasions de la part de Leipzig.
Maintenant, on retrouve une action de contre-attaque où Grealish trouve Haaland en première intention en pleine course. Et c'est comme ça qu'il faut jouer avec Haaland. C'est-à-dire que là, il ne faut pas tâtonner. Tu le trouves, tu le lances. Et là, Haaland se fait Guardiola comme plat principal. Il le mange au physique. Et ensuite, bon, malheureusement, sa frappe passe à côté. Mais c'est peut-être sa seule vraie action du match, en fait. Et ça se passe à la 67e. Et qu'est-ce qui se passe à la 68e? City encaisse sur un corner. Sur le corner, maintenant, moi, je dis une chose, Ederson est complètement responsable. Parce que regardez-moi ça sur l'image, Ederson voit partir le centre. Il voit partir le centre. C'est-à-dire sa lecture du jeu est mauvaise. Mais vraiment, sa lecture du jeu sur ce centre est complètement zéro. Les joueurs de City font un marquage en zone, ce qui est pour moi n'est pas la meilleure tactique pour défendre sur les coups de pied arrêtés quand il n'y a pas de marquage individuel. Donc, la zone, c'est une défense un petit peu linéaire avec quelques joueurs en appui pour essayer de couper les vagues, les joueurs de la City qui vont monter. Mais regardez-moi la lecture du jeu d'Ederson. Il voit partir le centre d'Astenberg. Donc, dès que tu vois le centre, tu sens que tu ne vas pas être sur la balle, ben, évite de sortir. Recule. Parce que là, il prend l'information, mais je pense qu'il se rend compte qu'il ne va pas prendre la balle un petit peu trop tard. Et là, Guardiola est complètement démarqué sur Ruben Diaz. Il plante sa tête et c'est fini. 1-1. Un partout. Un partout. Et là, je me dis, franchement, City, ils ont énormément de travail à faire. City, c'est bien beau d'avoir Erling Haaland, d'avoir un cyborg qui marque des buts pour rien du tout. C'est-à-dire qu'il marque des buts juste pour s'amuser. Mais le football, c'est un sport collectif. Et comme je l'ai dit, Erling Haaland, il doit s'adapter aussi au système de City, aussi à ses passeurs. C'est-à-dire que quand il sait que c'est Grealish qui a la balle, il doit se positionner d'une autre manière. Quand c'est Gundogan, une autre manière. Quand c'est De Bruyne, une autre manière. Et aussi, une chose, Foden qui est peut-être blessé, je ne sais pas. De Bruyne qui est mis de côté depuis quelques temps, je ne sais pas pourquoi. C'est comme Cancelo qui a été mis de côté jusqu'à ce qu'il soit allé au Bayern à la dernière journée. Je ne sais pas ce qui se passe à City. En tout cas, ça doit vite se régler parce que sinon, City, l'image qu'ils donnent, ils ne sont pas favoris. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça a été une journée assez pauvre en termes de football. Donc, on espère que les matchs retour vont être plus intéressants. On se retrouve très bientôt, comme je vous dis, pour l'analyse tactique du match Real Madrid-Liverpool en détail. Et ensuite, on ira se retrouver ce week-end pour se faire un petit derby classico, un petit derby Real Madrid-Atlético, pardon. Donc, lâchez vos meilleurs likes, commentez, partagez la vidéo avec vos proches, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.